Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodibi, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM, la 102.3, tous les vendredis à 18h, rediffusion dimanche 17h. Bonsoir à chacun et à tous. Nous sommes vendredi. Aujourd'hui, c'est le vendredi 16 septembre 2022. Une fois encore, l'histoire s'écrira. L'histoire de Point 7 s'écrira sur la 102.3. Et nous sommes donc ensemble pour l'écrire. Et bien sûr, cette histoire si importante pour les faits majeurs de l'actualité nationale. En studio avec moi aujourd'hui, Julien Kitty, bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Dabar. Vous êtes chroniqueur, habitué de cette émission, qui enregistre aujourd'hui un nouveau venu. Je vous laisse, la primauté de le présenter. Ben oui, c'est mon cher ami Stan que dans les couloirs de la radio, nous avions, ça peut-être qu'il ne le sait pas, nous avions échangé à son sujet en trouvant qu'il a quand même les ressources nécessaires, les ressources cognitives et professionnelles pour pouvoir tenter de vivre ces étreintes et passions intellectuelles avec nous par ici. Et parce que notre métier, vous savez, c'est pas tout le monde qui a cette plus-value, c'est pas tout le monde qui a cette part de background qu'il peut apporter au-delà de ce qui se fait de façon classique. Pas pour dire que c'est chose facile que de présenter un journal parlé ou télévisé, que c'est facile de signer un reportage ou de réaliser une interview, mais c'est d'autant plus exigeant de pouvoir partir de ces faits que nous disons sacrés pour livrer des commentaires, des analyses, des critiques qui puissent laisser voir de la logique, de la cohérence pour pourquoi pas éclairer les auditeurs. Donc Stan de la rédaction de Eden TV Diaspora FM. Donc voilà. Merci Stan. Que moi j'appréciais déjà bien pendant qu'il était ailleurs. Et pour la petite histoire, ce que j'ai beaucoup, pour ceux qui m'accrochent chez lui, vous savez, c'est ça la force de la télévision. Il y en a qui vous écoutent pour entendre ce que vous dites. Il y en a qui vous écoutent à cause de votre tête. Il y en a qui vous écoutent à cause de votre accoutrement. Moi, je mets les scarifications, les 2x5, comme on le dit, identité, de Dinfis de Glequé, et des scarifications que moi j'ai raté de justesse d'avoir parce que, entre temps, je le lui ai dit, mon papa a dit, bon, comme on le dit chez nous, on fait tradition littérale, il achète ça. Donc, on est tous, fils de cette lignée des Kouila, voilà. Des scarifications. C'est ça. Stanama, bonjour. Bonjour, Peggy Ludovic Dagma, bonjour à Jules Léandre Kitty. Quel honneur pour moi de faire partie de cette famille que vous constituez. Jules Léandre Kitty a tellement si bien planté le décor que je suis très ému. Et j'espère justement, et j'en fais la promesse auprès des auditeurs, que je pourrais être à la hauteur de la mission que vous me confiez, partager ces moments avec vous, partager votre expérience aussi et continuer, comme Champollion le disait, pas tresser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Au bout de l'ancienne, même pas si ancienne que ça. Ces auditeurs-là, gentils, comment dirais-je, toujours prêts à nous accompagner. Vous connaissez bien, parce que à un moment, vous étiez avec nous déjà sur l'émission que ça me revienne là, l'émission de la télé, Matin d'Éden. Oui, tout à fait. Croisé, voilà. Fait croisé, tout à fait. Vous participiez véritablement avec vos analyses et commentaires. Donc, ils en savent un bout aujourd'hui. Vous êtes avec nous sur Point 7, qui quand même se fait fort d'aller au fond de l'actualité, révéler ce qui est derrière, ce qui est caché un peu les choses, derrière les choses. Donc c'est très important. C'est cette marque-là qui nous différencie un peu de tout ce qui est fait sur les plateformes
tant radio que télé. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de cette émission tous azimuts au sein de plusieurs partis politiques, principalement l'Union progressiste, le Renouveau et Bloc républicain. Nous parlons également, j'allais dire, de retour de Cessignon chez les Guépards. C'est plus les écuries du Bénin, c'est vrai qu'on va prendre l'habitude. Elle n'est pas encore établie, hein, donc il y aura forcément quelques fausses notes en appelant les écureuils. Le président de la Fédération béninoise de football, j'ai nommé Mathurin Deschacus, nous le pardonnera volontiers. Hein? C'est un à moi. Certainement, oui. On commence déjà par cette actualité-là. Comment dire, les écureuils du Bénin, non, les Guépards. Voilà, ça commence déjà. Qui reçoivent à nouveau Stéphane Cessignon, qu'on avait dit fini, totalement désuet, entre griffes. Je n'ai rien contre la personne. Aujourd'hui, Moussa Latondi a recours encore à lui. Qu'est-ce qui peut expliquer la chose? Est-ce que les cadres manque autant dans les écureuils, dans les Guépards, ou bien Cessignon, franchement, à quelque chose qui, ma foi, le scotche à l'équipe nationale béninoise? Alors, je veux bien croire qu'en dessous de cette convocation à nouveau de Stéphane Cessignon après 2 ans de chômage, je voudrais bien croire que cette convocation ne cache pas un deal entre Moussa Latondi et lui. Parce que vous savez, le football a ceci de particulier qu'il n'y a pas de magie qui se fasse. Quand vos muscles sont vieux et usés, c'est que ça l'est. Et sur le champ de bataille, sur la pelouse, ça ne ment pas. Et Stéphane Cessignon aujourd'hui, en tout cas sur papier pour ce que nous avons lu, à 38 ans sonné. Il tutoie la quarantaine. Et nous savons que en matière de football, quand un joueur, un footballeur professionnel, tutoie la quarantaine, il est déjà sur la pente descendante. Je ne prendrai que 2 exemples. Il y a Cristiano Ronaldo aujourd'hui, le Portugais, société actuelle de Manchester United Football Club, qui a 37 ans. Il y a Lionel Messi, l'Argentin que tout le monde connaît, qui est au Paris Saint-Germain aujourd'hui à 35 ans. Quand vous observez un peu les performances de ces 2 joueurs, qui sont ce qu'on peut appeler aujourd'hui des monstres du football mondial, qui ont duré pendant près de 15 ans au haut niveau sans pouvoir fléchir, ça veut dire qu'au départ, c'est leur âge réel qui a été communiqué au monde entier. Ça veut dire que ces joueurs ont travaillé sur la durée et les entraînements qu'ils ont pu avoir dans les jambes les ont suivis jusqu'à l'heure actuelle. Je ne pense pas que Stéphane Cessignon, à moins qu'on nous donne la preuve qu'il a réellement 38 ans, reste à vérifier, je ne pense pas qu'il ait aujourd'hui les jambes et les muscles pour défendre l'équipe nationale. Alors, cela remet en cause le management de Moussa Latondi, qu'il me pardonne, je n'ai rien contre lui, mais quand vous avez un sélectionneur qui ne puisse pas opérer des choix forts, ça pose problème. Et c'est pour cela que je ne suis pas souvent d'accord avec les personnes qui estiment bien, il faut toujours faire confiance aux sélectionneurs locaux parce qu'ils ont quelque chose à vendre. Oui, s'ils ont quelque chose à vendre, ils doivent le prouver pendant ces moments-là. J'ai lu un peu sur une plateforme en ligne où Moussa Latondi, pour justifier le retour de Stéphane Cessignon, disait que nous connaissons tous Stéphane, on sait ce qu'il peut apporter au Bénin. Je suis désolé, moi je ne suis pas entraîneur de football, mais j'estime que à partir de la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2019, jouée en Égypte, Stéphane Cessignon était déjà sur la pente descendante et qu'il eût fallu pour lui et pour son honneur, pour tout ce qu'il a eu à apporter pour la sélection nationale, il eût fallu en ce temps-là déjà prendre sa retraite internationale. Ça aurait été mieux pour lui que de chercher, parce que quand vous voyez aujourd'hui, il a signé à Malte. Le championnat, je ne sais pas quel est l'équivalent, et si on doit l'établir, ça peut tourner autour de la 3e ou de la 4e division. Ça veut dire que ce n'est pas un championnat compétitif. C'est pas l'élite. Ce n'est pas l'élite, et Stéphane Cessignon a signé libre. Ça veut dire que le montant du transfert n'est pas communiqué. Je ne sais pas s'il joue de façon bénévole là-bas. Donc, ça pose un problème. Lui-même, il n'a plus de compétition dans les jambes. Et si nous n'avons plus aujourd'hui des gens pour défendre l'équipe nationale, on peut se passer de Stéphane Cessignon. Il y a le championnat local qui est en train de tanguer. Mais on peut trouver des valeurs
la pépinière qui puisse quand même faire ses preuves. Parce qu'on a parlé de journée FIFA, c'est une trêve. Il faut voir un peu, tester la pépinière, ceux-là qui peuvent quand même défendre le maillot de l'équipe nationale. Mais je pense qu'aujourd'hui, Moussa Latoundji a péché à ce niveau. C'est l'erreur à ne pas commettre en rappelant Stéphane Sessegnon. J'aurais aimé qu'il lui fasse appel comme Michel Dussuet l'a fait il y a quelques mois en arrière quand il était encore à la tête de l'équipe nationale. Appeler Stéphane Sessegnon pour qu'il vienne à partager son expérience avec les plus jeunes. Et même dans ce cas, j'aurais quand même souhaité que Stéphane Sessegnon passe des diplômes, qu'il ait un background nécessaire, au-delà de l'expérience qu'on lui connaît et qu'on ne peut lui dénier aujourd'hui, qu'il passe des diplômes pour avoir quand même certaines compétences intellectuelles pour partager de l'expérience avec la jeune génération. Il n'a pas forcément besoin aujourd'hui de porter le maillot de l'équipe nationale, mais il a besoin aussi d'être dans l'encadrement technique. Et pour se faire respecter, il peut passer des diplômes et revenir. D'accord. Vous le classez déjà, vous, à vous entendre, de l'autre côté, la barrière. Tout à fait. Laisse carrément le champ, la pelouse aux plus jeunes. Mais est-ce que l'entraîneur n'a-t-il pas été un peu, comment dirais-je, orphelin de ce meneur-là qu'il fallait pour l'équipe nationale, surtout au vu des dernières compétitions où on lui a reproché beaucoup de choses comment dire, un cadre comme Stéphane Sessegnon pourrait quand même, quoi qu'on dise, sécuriser un peu le jeu. Alors, le classer comme ça, comme déjà un exit, franchement, est-ce que ce n'est pas répétir les talents de l'homme? Non, du tout pas. Vous savez, comme je le disais, le football, ça ne ment pas. Et vous allez voir, moi j'attends de voir le 11 entrant. De la prochaine rencontre, j'attends de voir combien de minutes il va octroyer à Stéphane Sessegnon. Vous allez voir que sa façon de jouer va différer de ce qu'on a vu en 2019. En 2019, déjà, Stéphane Sessegnon avait un club. Il était compétitif. Mais si vous vous souvenez, je vous donne juste un cliché. Oui, c'était le cas de... Justement, le cas de finale face au Maroc, c'était lui qui était à l'origine du penalty. N'eût été la présence de Saturnin Alagbé, n'eût été le montant gauche et avec un coup de chance, il nous aurait fait éliminer. Ouais. Ça veut dire que Stéphane Sessegnon, même étant compétitif... Les grandes stars sont quand même souvent, cause de ces genres de choses. Oui, mais... On ne va pas être aussi sentencieux vis-à-vis de lui. Non, je ne le suis pas. Je ne parle que des faits. Et s'il y a quelqu'un pour démentir qui apporte la preuve contraire, aujourd'hui, Stéphane Sessegnon n'a plus ses jambes de 20 ans. Et même Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, dont j'ai donné les meilleurs exemples aujourd'hui, vous avez vu, à Manchester United... Cristiano Ronaldo n'est plus titulaire indiscutable. Pareil pour Lionel Messi qui était sorti la dernière fois autour de la 63e, 64e minute. Oui, ça veut dire on sait que ils ne peuvent plus. Oui. Que ce n'est pas un Roger Mila qu'on est en train de voir pour sauver l'équipe nationale au moment opportun? Non, je ne pense pas. Je pense que les 2 années de chômage qu'a subi Stéphane Sessegnon ont dû lui laisser des séquelles et lui-même le sait pour avoir joué au haut niveau, pour avoir joué au Paris Saint-Germain notamment en 2010. Il sait que le haut niveau, ça ne manque pas, ça ne ment pas, ça ne trompe pas. Non, il ne peut plus jouer 90 minutes. Maximum, il pourrait faire 20 minutes. Et quand vous parlez de sécurisation, oui, maximum, maximum, il peut faire 20 minutes. 20 minutes de haut niveau? Oui, tout à fait. Et quand vous parlez de sécurisation du milieu de terrain, vous allez voir que quand il viendra, il fera ombrage aux jeunes. Et c'est ce que moi, je voudrais éviter à Moussa Latoundji. Il ne faut pas rappeler quelqu'un pour le rappeler. Stéphane Sessegnon a un nom. Et pour être sincère, nous savons que nul joueur de l'équipe nationale, à l'heure actuelle, ne peut égaler les compétences de Stéphane Sessegnon. Ça, c'est vrai. Mais il faut les laisser faire leur preuve. Mais encore faudrait-il qu'il soit vraiment dans la fleur de l'âge pour s'exprimer. Justement. Convenablement. Oui, il faut faire appel à quelqu'un, les laisser faire leur preuve. Et sur la durée, on verra peut-être un Stéphane Sessegnon d'ici 5 ou 10 ans. Mais vouloir appeler coûte que coûte Stéphane Sessegnon dans la sélection nationale, vous le savez, par ailleurs, convoquer un footballeur dans la sélection nationale, il y a ses émoluments, les primes de match, les primes d'entraînement et tout. Vous n'allez pas y revenir. Et donc, je vous en prie. Quelque part, oui, il va se bonifier, mais il n'a plus rien à apporter de façon concrète et ça reste mon avis, à moins qu'il me démente en sortant un match de haut niveau la prochaine fois, mais tout ça, ça reste à voir.
Julien Kiti, vous êtes d'avis avec Stanislas Samoa? Il est très pessimiste. Il est totalement fini selon lui, Stéphane Sessegnon. Non, je pense que sur cette première question déjà, à l'antipode des belles fleurs que je lui ai jetées tout à l'heure pour tout ce qui me plaît chez lui, je ne suis pas d'accord avec lui. Et ça, je le dis très frontalement parce que, en fait, ces analyses techniquement, les démonstrations, on regarde avec les références à certains matchs. Et par rapport au poste que joue Stéphane Sessegnon, ce que ça peut produire sur les jeunes qui commencent pas à faire leurs armes petitement en milieu de terrain aujourd'hui, et ensuite la comparaison avec le parcours de ces grosses cylindrées du football international tels que Lionel Messi et puis Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, je pense que la seule grosse vérité immuable que je peux trouver dans ce que Stan a dit, c'est la question d'âge. Vous savez que c'est connu de notoriété publique en Afrique, et ça c'est pour des raisons qu'on ne va pas évoquer ici, où les joueurs n'ayant pas beaucoup de centres de formation, pour commencer très très tôt, vous voyez, ils sont obligés de faire des dispenses d'âge, et lorsqu'un joueur africain du haut niveau commence pas à te dire j'ai 37 ans, 35 ans, il faut savoir qu'il a dépassé largement la quarantaine. Il faut se poser la question. Il faut le voir dans 50 ans réels. Alors, néanmoins. Mais quand vous le dites, attendez. Vous ne nous grandissez pas. Non, attendez. Ce n'est pas la réalité de tout le monde. Non, il y en a qui le font certainement, non, mais pas tous. Excusez-moi. S'il vous plaît. Le football mondial, le football international a ses exigences aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord. Et contrairement à un certain nombre d'années, de décennies passées, le football d'aujourd'hui est d'abord physique. Vous voyez, pendant longtemps, les gens fuient le championnat anglais. Ils se disent que c'est trop rugueux. Mais après, c'est ce championnat que tout le monde a pris comme référence. Quand vous voulez, vous avez... Et Stéphane Sessegnon l'a fait quand il a quitté Paris Saint-Germain. Et il était en forme, vous le voyez, c'était le type qui pouvait, milieu de terrain, revenir, défendre et remonter. Et parfois marquer des buts où vous vous dites, s'il a un troisième poumon, on a eu des cas isolés comme Rigobertson qui défonçait, je crois, dans un match de la Coupe des Confédérations, qui pendant que tout le monde était fatigué, ils étaient dans les prolongations, a pris la balle depuis la défense, a pu se retrouver presque en face de la surface de réparation de l'équipe adverse et a mis un bolide et il a mis on lui a posé la question, il a dit c'est ça, lorsque tout le monde est fatigué, le gros lion, il sort le troisième poumon et il va marquer. Je voudrais donner un exemple qui pourrait montrer à Stan que on peut être dans ce cas de figure là. Il y a deux enjeux. Vous avez envie de faire une équipe solide sur la durée. Au même moment, vous avez des situations conjoncturelles. Vous avez des résultats à court terme à faire. Parce que en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Et même dans le monde, une équipe, contrairement en Europe, en Occident, où pendant que l'équipe senior est en train de faire les compétitions, vous avez les équipes d'âge intermédiaire jusqu'au minime qui sont en train de se préparer dans les centres de formation. Et chaque club a même son centre de formation. De sorte à ce que dès qu'un joueur de l'équipe A n'est plus performant, on a plusieurs possibilités pour le remplacer tout de suite. D'accord? Et pouvoir tenir le haut niveau. Mais nous, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une génération dorée qui passe et après, vous tombez dans un creux. Et tout le monde dit il faut préparer la relève et vous avez un temps terrible où vous ne participez plus aux compétitions. Alors que pour que l'État en Afrique mette les moyens pour financer le sport, l'État veut la dimension politique et diplomatique aussi qui passe par les résultats dans la participation aux grandes compétitions. Même l'entraîneur Moussa Latoundji, il doit sa survie et son maintien à ce poste a des résultats. Les gens ne verront pas que il est en train de préparer une équipe sur la durée. Maintenant, l'exemple que je vais donner pour que mon cher ami Stan mette un peu de l'eau dans son vin, en ne s'offusquant pas de la convocation de Stéphane Sessegnon. Vous savez, lorsque le Cameroun allait à la Coupe du Monde, où le Cameroun est allé, je crois, jusqu'en quart de finale, Roger Mila avait plus de 40 ans. Ouais, 42 ans. Voilà. Et c'est Roger Mila qui a pu marquer. C'est pour ça que j'évoquais. Roger Mila a pu, vous savez, je me rappelle comme si c'était hier, Roger Mila avait déjà été taclé, il
est tombé comme un vieux lion, mais de ses os, quoique difficile à redresser en ce moment, il a presque rampé. Il s'est dit, mais c'est le lion, les dernières forces qui lui restent. Il se les contracte et il s'est levé, il a mis le bolide, il a mis toute sa force et il a marqué. Ouais. Et c'était à bon droit qu'il dansait, je sais pas si c'est la samba ou du makossa, au point de corner. Et c'était la délivrance mondiale pour les Africains. Et donc c'est pour dire quoi? Et Roger Mila n'avait pas eu besoin de faire les 90 minutes ce jour-là, mais il a pu faire la différence. Je crois que Sessegnon, il faut même pas s'offusquer de le voir faire. Il peut ne même pas faire 20 minutes. Je m'en fous, moi. Si Sessegnon vient, si c'est 10 minutes qu'il peut être amené à faire et changer le cours d'un match, il faut le faire. La dernière fois, quand il était convoqué dans le staff technique, vous savez, quand vous êtes convoqué dans le staff technique, vous avez l'entraîneur, vous avez son adjoint et tout, c'est eux qui parlent d'abord. On vous sollicite sur des choses, on peut demander par exemple à Stéphane Sessegnon de parler tactique avec certains joueurs qu'on va lui confier aussi. Et c'est si on le lui confie. Et Stéphane Sessegnon, sa présence fait office de dopage psychologique pour les jeunes, pour leur dire, écoutez, c'est moi, le monument Sessegnon, c'est moi qui suis à côté de vous. Lorsque toutes les règles apprises à l'école en foot sont dépassées, voici le coup de génie qu'il faut sortir. Mais Stéphane Sessegnon convoqué comme joueur, c'est un autre mental. Ça veut dire que on a plusieurs fois vu aussi des joueurs entraîneurs, presque entraîneurs. Vous avez des équipes où vous avez des capitaines. Parfois, l'entraîneur ne dit plus rien, c'est lui qui organise. Et l'autre chose que je vous dis, est-ce que vous savez le gros handicap que moi je trouve, à Moussa Latoudi. Moussa Latoudi a un problème de communication. Avec tout le respect que j'ai pour lui, je l'admire beaucoup. Je pense que, vous savez, la communication avec les joueurs, les questions de langue, je ne le vois pas très grands orateurs dans la langue française ou en anglais ou dans d'autres langues. S'il ne s'agit pas des dragons de Lomé où il peut leur parler le Goun et le Yoruba et puis ça passe très vite. Bon, voilà. Maintenant, vous avez Stéphane Sessegnon dans le jeu. Et Moussa Latoudi, naturellement, il ne doit pas être quelqu'un de très expansionniste. Il doit être un peu timide. Quoique grand joueur, c'était le monsieur à nous faire des bolides à la Rachidi Yekini. Mais je pense que Stéphane Sessegnon dans le jeu, Moussa Latoudi veut l'avoir un peu comme un complément. Pour être déjà en train de galvaniser les gars. Et Stéphane Sessegnon, je peux pas vous mentir, c'est le monsieur, il faut pas regarder son âge, il faut pas regarder est-ce qu'il est fatigué ou c'est le seul joueur que j'ai vu pendant que je traînais dans les ruelles, pas traîner. J'étais encore avec beaucoup de fierté vers mes parents dans la zone de Koulakodi. Il y avait l'hôtel de la plage, en ce moment on l'appelait, là où se trouve Azalaï aujourd'hui. C'est là où les écureuils étaient internés. Il y a une histoire où les écureuils avaient un match de football ici. C'est pas un bon exemple, bien sûr, mais c'est pour dire, c'est des gens qui ont presque le troisième poumon. Et on n'a pas retrouvé Stéphane Sessegnon dans sa chambre d'hôtel. Et je sais pratiquement avec des frères à moi où le gars s'était retrouvé en boîte. Et Stéphane Sessegnon est revenu jouer le lendemain matin, ce que les Jodel dessous ont eu à faire et puis on les a sanctionnés. Stéphane Sessegnon, je sais, il y a des entraîneurs qui le connaissent très particulièrement, qui savent qu'en peu de temps, il peut faire de grandes choses. Maintenant, vous avez une règle non écrite aussi qui embête tous les entraîneurs. Qui veut qu'il n'appelle pas, ne fasse pas appel à un joueur qui n'a pas de club. D'accord? Et ça les embête parce qu'un joueur peut être en train de jouer les matchs de quartier. C'est l'entraîneur qui sait ce qu'il veut faire dedans. D'accord? Stéphane Sessegnon peut être, il peut marcher sur le terrain. Mais dès que le match prend, regardez tous les passes que Stéphane Sessegnon donne et pour occasionner des buts. Bon, étant vieux, il peut faire des erreurs qui nous coûtent qui nous font encaisser des buts. D'accord. Mais c'est encore Stéphane Sessegnon qui peut rapidement créer une belle occasion. Est-ce qu'à ce niveau-là, aujourd'hui, vous savez, ça passe ou ça casse, on peut encore se permettre ces erreurs, d'avoir ces genres de de hasard ou de non, c'est pas de hasard. C'est proprement parce que on est à une étape où ça passe ou ça casse. Qu'il faut allier l'énergie jeune, l'intelligence jeune et l'énergie et l'expérience. Le type qui n'a plus... Vous savez,
Un grand joueur, je vais vous dire quelque chose. L'énergie vieille. Je vais vous dire quelque chose. Oui, dites-moi. Un très grand joueur, quand il prend de l'âge, il n'y a que les muscles qui le lâchent. S'il touche le ballon... J'aime bien votre formulation. Oui. Quand il prend de l'âge. Quand il prend de l'âge, il n'y a que les muscles qui le lâchent. Sinon, l'intelligence footballistique est là, le jeu est dans la tête, les tactiques sont là. Et quand il touche le ballon, vous sentez qu'il est bien grand joueur. Alors donc, le type peut se positionner. Bon, prenez l'exemple d'un attaquant de pointe. Vous en avez qui sont parfaitement paresseux, qui sont complètement excentrés, ils sont là, ils se gênent pas. Mais dès que le ballon les touche, c'est comme si le ballon connaît le pied et le pied connaît le ballon. Et il peut placer des choses rapidement. Malgré ces automatismes qui peuvent faire défaut à un moment donné, que peut la vieillesse sans la force? La vieillesse sans la force physique peut l'orientation stratégique. Dans un jeu physique. Oui, le jeu n'est pas que physique. Je dis, il est d'abord physique. Non, mais c'est un match de football. Non, mais attendez. Mais c'est la force, c'est l'endurance, c'est l'intelligence. C'est tout à la fois. Je vous en prie, c'est tout à la fois. Mais Mounier a beau être très géant, très costaud, ce n'est pas que ça qui l'amène à faire des coups de tête qui donnent des buts. C'est aussi parce que quand il saute, il utilise sa taille, son physique, mais après il sait que cette tête doit être croisée, ça doit aller dans tel ou tel sens. Stéphane Sessegnon peut encore faire ça. Il peut ne pas courir pour défendre. Oui, mais Stéphane, si par exemple il est sur le banc de touche, moi par exemple je ne vois pas Latounier l'aligner dès l'entame du match. Dès l'entame du match. Voilà quelqu'un à son âge, il faut le laisser, qu'il lise le match, pourquoi pas la première mi-temps, et il vient. Et il discute avec les gars, il dit bon, moi je te fais les placements, mais très tranquillement. Et l'entraîneur l'encadre aussi de sorte à ce que il ne cherche pas à être gourmand. Parce que c'est en cherchant à être gourmand quand il prend la balle, et s'il croit que c'était encore la vieille époque où il pouvait retourner tout le monde dans le milieu de terrain et foncer avant de trouver un latéral, eh bien, il faut qu'il touche la balle et qu'il alimente les jeunes, voilà. Oui, donc c'est ce que, lorsque j'en aurais fini, la dernière fois qu'on l'a convoqué, il pouvait pas aller sur le terrain, parce qu'il n'était pas convoqué en tant que joueur. Là, maintenant, Sessegnon, Moussa Latounji, nous fait courir le risque positif de l'aligner, même si c'est pour 5 minutes, s'il vous plaît. D'accord. Je vous ai suivi et je voudrais bien que, les faits me contredisent quand Sessegnon sera aligné au cours du prochain match. Je voudrais aussi partager... C'est de comparer sa prestation de maintenant à ce qu'il faisait avant. Non, mais on doit comparer. Vous savez, le football ne ment pas. On sait déjà qu'il ne sera pas performant comme avant, Stan. Mais pourquoi l'appeler quand on n'est pas sûr de ses performances? Jugez-le dans son contexte de joueur de la quarantaine, de joueur presque à la fin de sa carrière. Non, pas presque à la fin, il est fini. On le met de côté et on fait appel à de jeunes joueurs qui viendront faire leur expérience. Qui veut l'apprendre? Parce que justement, Julien Kitty, je voudrais partager votre optimisme, mais les faits risquent de ne pas vous donner raison. On dit que Stéphane Sessegnon a signé en Chypre du Nord. Vous avez évoqué le championnat anglais tout à l'heure. Vous savez, le football, Stanislas et moi, on va plus trop passer du temps sur non, mais ce sont les faits. Peggy Ludovic Dagba, ce sont les faits. Il a signé en Chypre du Nord. Je voulais juste que vous concluiez en reconnaissant quand même que Sessegnon a encore de la valeur. Le vieux lion, on peut ne plus courir comme dans ses jeunes jours, comme dans ses bons jours. Mais retenez quand même que il peut être, opportuniste et franchement nous faire gagner en quelques secondes, s'il vous plaît. Oui, ce que je reconnais à Stéphane Sessegnon, c'est qu'il a de l'expérience à partager, mais plus en étant présent sur la pelouse. Il peut être présent dans l'encadrement technique. Donc vous ne le voyez pas du tout dans le rôle de... Non, du tout pas. Comment il s'appelle le Camerounais dont on a parlé tout à l'heure. De Roger Mila, non. Parce que justement, comparaison n'étant pas raison, Stéphane Sessegnon, qu'il me prouve le contraire, mais son opérationnalisation, non. Non, si le démontait, vous savez, ça sera mis sous le coup d'une fulgurance. Wow. Oui, parce que Stéphane Sessegnon il ne peut plus être compétitif sur le long terme. Un dernier mot sur la question. Ce n'est pas possible. Avant qu'on passe au deuxième sujet de cette émission. Non, je pense que c'est 30 secondes. Hein. Lorsqu'on a un match à jouer comme ça pour une équipe nationale, on convoque jusqu'à 23 ou 24. Ouais, 23 joueurs. Sur les 23, Stéphane Sessegnon n'a qu'une tête, il n'a que 2 jambes
Et un seul donc, esprit. Sur 11 qu'on doit aligner, il n'est que seul. Il y a 10 autres. Donc, vous pouvez aller chercher vos 10 jeunes, très en forme. Et puis, il n'y aura pas, si ce n'est que pour lui, eh bien, Stéphane Sessegnon, excusez-moi, s'il peut déjà se faire ovationner par le public, qu'on salue tous les bons et loyaux services qu'il a rendus à la nation, si ça peut doper le moral des autres, ils vont bien jouer. Stéphane Sessegnon, je pense qu'il a encore quelque chose à apporter. C'est peut-être la transition pour que il écoute vos conseils, pour commencer par prendre des coups et devenir, pourquoi pas, un bon entraîneur. Peut-être qu'il est en train de paraître sur ce plan. Un type comme ça, il peut... Parce qu'il est très intelligent. Très intelligent. Il a un jeu très intelligent et il a quelque chose que beaucoup de joueurs n'ont pas. Il a un mental très fort. Ça, il faut le reconnaître. Je me rappelle bien en 2004, lorsque le Bénin allait à la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique. Bon, plaise à Dieu que le Bénin aille un jour à la Coupe du Monde. Et il disait... Pourquoi un jour? Oui, il était heureux. Bon, parce qu'on est loin du compte. Il faut du travail. Il était heureux. Quand on lui disait, mais qu'est-ce que ça lui faisait d'aller à cette Coupe d'Afrique, il disait que il était particulièrement heureux de devoir jouer avec les Didier Drogba, avec le maestro, les grands stars, Zokora, et que lui sera heureux de dribbler Zokora, et que en fait c'est une joie pour lui de jouer avec ces gens-là, de jouer avec les Michael Essien du Ghana, de jouer avec ces grands du Nigeria, et de pouvoir utiliser son jeu électrique là pour les malmener. Et lui, ça lui fait de passer à une autre dimension. Mais pendant ce temps, il y en avait qui avaient peur, qui disaient, bon, c'est comme si le pied de Didier Drogba dans un match de football est différent des autres, alors que dans la tête, bon, en tout cas pour un jeune qui a fait les rues de Yopougon, qui a joué dans le mythique club, qui a été à Sec Mimosa, je pense que ça ne m'étonne pas qu'il ait ce mental-là. Ça peut jouer beaucoup. Donc, moi, je pense que il faut qu'il soit là. Il peut être dans le jeu. Après, il peut venir faire 10 minutes. On lui dit, l'entraîneur lui dit, voici, bon, il y a de la fatigue dans tel compartiment de l'équipe adverse. Et Sessegnon dit, bon, ok, demande à tel joueur de m'alimenter. En 10 minutes, j'aurais fait le job. Je marque le but, je peux ressortir ou je peux faire des placements de balles qui permettent à un Jodel dessous que je pense qu'il faut beaucoup plus commencer par utiliser pour venir défendre, parce que après quand il commence par courir, lui techniquement il ne donne plus rien, il se croit plus tard qu'il ne l'est. Mais il y a un type comme Cécile Almeida qui a fini avec ses sanctions, qui revient aussi, qui peut faire le job s'il faut courir beaucoup. Lui il est parfait écureuil. Vous parlez de guépard maintenant. Je sais pas si c'est les guépards qui courent plus que les écureuils. Mais voilà, Sessegnon n'aura pas besoin de beaucoup courir, mais il peut faire la différence. Si Roger Mila peut mais le risque est qu'avec Stéphane Sessegnon, au lieu d'avoir des chances égales, qu'on ait quand même un pied cassé. Parce que Stéphane Sessegnon sur le terrain, c'est que pratiquement nous jouons à 10 contre 11 et le football étant l'opium des peuples, nous n'allons pas nous laisser. Ça reste mon avis. On va pas se laisser griser par cette matière, parce que je sais quand ça démarre, on n'arrive plus à s'arrêter. On va s'arrêter ici sur ce sujet en souhaitant vraiment que Stéphane Sessegnon qui puisse vraiment apporter du sang neuf à l'équipe afin que le Bénin puisse gagner en termes d'efficacité dans le jeu pour les prochaines joutes continentales et pourquoi pas internationales. Passons maintenant au deuxième sujet de cette émission, sujet politique. C'est de conviction politique qu'il est question. Est-ce que nos hommes politiques d'aujourd'hui, Julien Kitty, ont encore vraiment de la conviction politique lorsque nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui sur l'échiquier politique au Bénin? Ça sort, ça rentre dans telle formation politique, une autre qui avale d'autres, on ne comprend plus rien. Est-ce que tout ceci tient, selon vous, ou, à votre avis, vraiment de conviction politique? Non, je pense que c'est les deux à la fois. C'est d'abord qu'il ne faut pas s'étonner que déjà en temps normal, qu'il puisse avoir des mouvements d'un parti à un autre, parce que la loi le permet. D'accord, la loi permet à quelqu'un, c'est le jour où vous avez le droit d'association, d'accord, d'adhérer à une association, à un parti politique, que vous avez en même temps le droit de sortir, d'en démissionner. Alors, pourvu que tout se fasse dans les règles de l'art.
Oui, mais quand vous dites ça... Non, attendez, j'ai pas fini. Quand vous dites ça... J'ai dit oui, je sais, j'ai dit une seule chose. Vous posez un postulat, je suis d'accord avec vous. Mais déjà, est-ce que c'est pas une manière de reconnaître déjà que, bon, tout ce qui se fait là peut se faire? Je tiens à répondre tel que je voulais répondre à la question, parce que sans dire la deuxième partie, nous allons nous accrocher à la subdivision de l'autre. Puisque nous parlons le même langage, non, la partie où la loi permet d'adhérer, de démissionner. Alors, sa conclusion, je dis, est-ce que pour autant, comme le dit dans les Saintes Écritures, tout ce qui est permis est utile? Peut se faire. Très bien. Est-ce que parce que la loi le permet, c'est utile de le faire, c'est honorable de le faire, c'est producteur de bons résultats pour une bonne réforme du système partisan et pour que la politique soit mise au service du développement? Point d'interrogation. Je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, il y a des gens qui le font parce qu'ils manquent de conviction politique. Il y a des gens qui le font aussi parce qu'ils se retrouvent dans la triste obligation de devoir le faire. Donc, il faut les prendre cas par cas. Maintenant, il y a des gens qui se sont découverts des talents d'acteurs politiques au détour soit d'une nomination, au détour d'un suivisme à l'aveuglette. Et aussi parce qu'il y a des gens qui ont parfois des ambitions qui sont pas liées à autre chose que le matériel, le financier, ou la gloire sociale. Et quand vous êtes... tout est dans les ambitions que vous avez. Vous savez, c'est Jean-Jacques Rousseau qui a dit que vous cessez d'exister lorsque vous cessez d'être ambitieux. Mais au même moment, il faut différencier cette ambition dont parle Rousseau de l'ambition démesurée, utopique, qui ne vous permet pas d'être dans la réalité. Que quelqu'un, par exemple, soit dans un parti politique et qui se lève pour vous dire écoutez, je suis dans ce parti politique depuis 5 ans. S'il était venu pour que, à partir de sa couleur politique, on le nomme ministre, parce qu'il est dans un parti de la mouvance présidentielle. Si au bout de 5 ans, il n'est pas nommé ministre, comprenez qu'il veuille partir. C'est moi qui j'ai signé une chronique une fois pendant que j'étais sur une autre chaîne de radio où je parlais d'un maire, j'accusais les populations qui, excusez-moi la répétition, qui accusaient les maires de ne pas bien travailler pour eux, pour le développement. Et j'ai dit, mais vous n'avez pas posé la question au maire de savoir quelle était son ambition quand il prenait le poste. Si lui, son objectif, c'était de devenir maire, point. Mais il est devenu maire, il a écrit sur sa carte de visite. Donc, il n'était pas rassasié de solutions à vos problèmes. Donc, il n'a rien fait de mauvais. C'est vous qui n'avez pas écouté son offre. Alors, donc, au sein des partis politiques, moi, je pense que les gens exagèrent dès qu'il y a des étreintes, dès qu'il y a quelques écueils, dès qu'on n'est pas en train d'obtenir ce qu'on veut. On n'adore pas faire la bataille de l'intérieur. Je ne suis pas en train de lancer une invite à la résignation, d'accord, à subir n'importe quoi. Non, vous avez été suffisamment clair. Donc, il y a des gens qui ne font pas ou qui refusent de faire la bataille intérieure. Voilà. La bataille, c'est pas la résignation. Non, pas du tout. Voilà. Maintenant, il y a des gens, il faut que je mette ces garde-fous pour qu'on ne pense pas que Jules Kitty est en train de dire, lorsque vous adhérez à un parti politique, il faut subir. Il faut être là, comme j'ai l'habitude de le dire, il faut refuser de réfléchir et vous subissez tout. Non, moi, j'ai même pas reçu cette éducation. Moi, je le ferai pas. Mais je pense que dans tout parti politique, dans toute organisation, il y a des instances qui sont habilitées à traiter de telle ou telle question. Vous les posez et vous vous comportez de sorte à avoir le droit de vous exprimer au sein du parti politique pour dire vous voulez telle chose. Et maintenant, vous ne mettez pas un deadline très court pour obtenir gain de cause. Parfois, vous pouvez être en train de mener une bataille de l'intérieur jusqu'à un niveau donné. Ça fait des années si après les grands patrons du parti se réunissent pour dire ah mais le jeune là, si on ne l'écoute pas, attention, parce que ce qu'il est en train de dire, en train de répéter, ça commence pas à contaminer d'autres jeunes qui disent mais il défend notre intérêt. Et donc à l'intérieur, il commence par être quelqu'un qu'on prend au sérieux. Et si c'est comme ça qu'on finit par vous prendre au sérieux au sein d'un parti politique, je vous jure, la main sur le cœur, vous êtes parti pour être considéré sur une longue durée. Mais par contre, si vous avez en face de vous des gens qui vous disent des paroles qui ne tiennent jamais, et vous sentez qu'on a fait le choix délibéré de vous détruire, par exemple, et que vous sentez que le fonctionnement ne peut pas permettre que vous puissiez faire avancer le groupe, parce que c'est d'abord le groupe un parti politique. Et malheureusement, sous notre pic, c'est les individus qui cherchent à se servir au lieu de chercher à servir le groupe. Parce qu'un parti politique, c'est la réforme du système partisan en cours actuellement, veut quoi? Le diagnostic a montré que c'est les individus
qui sont mises en exergue. Il faut aller vers des partis forts. Et donc, on dit il faut se mettre ensemble. Mais on veut se mettre ensemble. Vous voyez, vous avez des gens qui pensent que la réforme du système partisan, c'est de camoufler, de vernir les vieilles habitudes, de dire on est ensemble, on est nombreux, mais à l'intérieur, de continuer à faire les mêmes choses. Et si quand toi tu lèves la tête pour dire non, on n'est pas en train de faire ce qu'on a dit qu'on doit faire, on pense que tu es contre la réforme du système partisan. Donc ce qui se passe aujourd'hui, regardez des gens, quelqu'un quitte un parti, il va dans un autre, il retrouve dans le parti là-bas celui qu'il avait combattu dans l'autre parti et qui a fait qu'il était parti, et les deux se retrouvent là et vous vous demandez où est la conviction. Moi, des gens m'ont demandé... C'est un autre champ de bataille qui s'établit. Voilà, les gens m'ont demandé, il y a quelques 24 heures, 48 heures, alors pourquoi, parce que connaissant ma proximité avec le parti UDBN, on me dit, pourquoi il y a des démissions des gens qui partent. Je dis, j'ai signé une chronique aujourd'hui où je dis, écoutez, l'UDBN est debout, et je dis, la conviction, ce n'est pas qu'une juxtaposition d'éléments de profession de foi par rapport à un engagement qu'on a pris vis-à-vis d'un individu ou d'un groupe. C'est d'abord un rendez-vous, un deal positif qu'on fait avec soi-même devant le tribunal de sa conscience. Donc c'est vous qui êtes d'abord dans votre intime conviction, d'accord, et qui êtes d'accord avec vous-même pour dire ceci, je veux défendre cette cause parce que je l'épouse. Et quand c'est comme ça, pour qu'on dynamite votre système cérébral, même votre système émotionnel face à cette défense, c'est difficile. Parce que évidemment, il ne faut pas avoir l'illusion que tout sera rose. Non, sur le chemin, tout ne sera pas rose. Ce sera extrêmement difficile. Et dans le milieu politique, je pense que la conviction est davantage éprouvée. Et il faut aller sur le chemin. Vous allez voir quand les élections législatives vont passer. Même avant ça, quand vous allez voir les positionnements sur les listes électorales, dès que on va sortir les listes là, tout cela vous aurez encore des démissions parce que quelqu'un, lui, il est dans ce parti juste parce qu'il pense qu'on va le mettre sur la liste. Mais il pourra plus aller ailleurs, malheureusement. Oui, mais c'est pas grave. Il va dire, je veux faire mal à ces gens-là. Votre religion sur la question? Oui, en fait, j'estime qu'il n'y a pas de conviction aujourd'hui. Il n'y a pas de conviction au regard de tout ce qui se passe sur l'échiquier politique national. Ce n'est pas normal, justement. Ce n'est pas normal parce que quand vous observez un peu à quel moment, la période dans laquelle se constate très souvent ces genres de mouvements, c'est à l'approche des échéances électorales, la guerre des positionnements. Est-ce que si je reste dans ce parti A, je serai bien positionné avec ce qui pointe à l'horizon? Est-ce que j'aurai mon avantage? Et c'est là où je rejoins un peu Jules-Léon Kitty dans ce qu'il développait tout à l'heure. Les hommes politiques, à moins qu'on ne me démontre le contraire, aujourd'hui sous nos cieux, sont majoritairement motivés par des intérêts personnels. Et c'est là que d'emblée je voudrais dire que la réforme du système partisan a montré ses limites. La réforme du système partisan a échoué pour la simple et unique raison que on n'a pas pris le soin d'expliquer aux acteurs politiques dès le départ les objectifs clairement de cette réforme du système partisan qui visait entre autres au départ à freiner ces mouvements auxquels on a eu à assister par le passé d'un parti A vers un parti B, pourvu que les intérêts de départ ne soient plus les mêmes, on vire vers un autre parti pour être mieux positionné. On ne leur a pas bien expliqué que la réforme du système partisan vise à réduire non seulement ces mouvements, mais à ouvrir le champ d'un nouveau système de militantisme, inviter les Béninois à militer autrement, à savoir que quand vous êtes dans une formation politique, vous êtes appelé à gravir des étapes jusqu'à ce que votre heure ne sonne. Aujourd'hui, on a des acteurs politiques qui ont adhéré, je dirais, sans connaître les méandres de cette réforme du système partisan. Ils ont adhéré et à un moment donné, ils se sont rendus compte que les intérêts personnels n'étant plus là, les positionnements n'étant plus là, il fallait passer de l'autre côté pour pouvoir mieux se servir. Et c'est là que je me pose la question de savoir, est-ce que les acteurs politiques se soucient du bien-être des populations, se soucient du développement des communes et de notre pays? Parce que justement, quand vous vous souciez du développement d'une commune ou de vos concitoyens, vous devez
mettre en prime d'abord l'intérêt général, leur intérêt et non le vôtre. Et dans tout ce qui se passe aujourd'hui, vous verrez que les positionnements, les démissions, les ralliements à tel ou tel bloc ne se font que par pur intérêt personnel. Et comme il a dit tout à l'heure, vous verrez qu'après même les législatives, puisque les législatives de 2023 sont le point d'orgue de la présidentielle de 2026. Évidemment. Et quand un parti politique n'aura plus droit de citer ou n'aura pas les élus qu'il aura espérés à l'Assemblée nationale, ils vont retourner kazakh et se positionner autrement en vue de la présidentielle de 2026. Et donc, ma foi, la réforme du système partisan a échoué. Et s'il faille aujourd'hui aller à un autre dialogue politique national avec les acteurs politiques pour leur expliquer la quintessence de ces réformes et repartir sur de nouvelles bases, ça va nous éviter ces démissions. Sinon, on continuerait pas à assister à la même chose et ce serait dommageable pour l'échiquier politique national. Oui, nous allons maintenant, si vous voulez bien, redescendre un peu la pression, ramener la balle à terre et essayer de tirer les conclusions de cette émission parce que nous n'avons plus que 2 minutes pour finir l'émission. Julien Kitty, qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos hommes politiques par rapport à la conviction politique? Non, ce qu'il faut conseiller à tout le personnel politique dans notre pays, parce que c'est notre pays qui nous intéresse là, c'est de simplement repartir au vrai sens de ce qu'on appelle un parti politique, qu'il faut qu'on reparte à un militantisme qui s'appelle engagement libre, délibéré dans une organisation où on est appelé à se préoccuper beaucoup plus de ce qu'on apporte au groupe que de ce que le groupe vous apporte. Que des gens comprennent que on ne va pas à la politique parce qu'on veut en faire une carrière, une profession, parce qu'il faut se battre donc et avoir de quoi vivre soi-même et apporter quelque chose au parti. Maintenant, pas le truchement du parti parce que vous militez très bien, parce qu'en plus vous êtes technique aussi. Le parti a des avantages liés à son positionnement par rapport au régime en place. On dit le parti constitue un tremplin pour vous, pour que vous accédiez à des postes donnés qui vous donnent des avantages. Mais ces postes-là, vous les occupez d'abord parce que vous avez des compétences pour les occuper. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont les compétences et qui peut-être ne sont pas dans cette position-là pour être vite choisis. Sinon, le parti politique se construit sur la durée. Vous voulez être un acteur politique, ça veut dire que déjà vous êtes rassasié de choses à apporter pour que votre quartier se développe, se gère autrement, que votre arrondissement se gère autrement, que votre commune se gère autrement. Et parce que, à la définition, c'est la gestion de la cité que de faire la politique. D'accord? Et maintenant, il faut éviter que nous ayons aussi des générations spontanées en politique. Vous avez des métiers et des parcours qui vous prédisposent à la vie politique. Vous avez des gens, par exemple, dans le milieu religieux, qui sont très actifs dans les associations. D'accord. Vous ne pouvez plus aller à la fin de votre développement. Vous avez votre métier, par exemple, de journaliste. Vous passez toutes des décennies à interroger des politiques, à chercher de l'information, à les analyser. Ça vous prédispose, par exemple, à aller en politique. Parce que quand vous y allez, vous avez un background que vous apportez. Il y a des choses que vous n'apprenez plus. D'accord? Vous allez après à la pratique. Donc, il faut que ce que prévoit la réforme du système partisan, les écoles des partis politiques ne soient pas là que de nom. Qu'il faut que les écoles des partis politiques fonctionnent bien. Merci. Et qu'on ait d'ici 5 ans, 10 ans, des acteurs politiques complètement aguerris. Merci. Et je salue au passage ceux qui le font déjà, qui sont dedans depuis des décennies. Je pense qu'après les législatives de 2023, il faille aller à un autre dialogue politique national avec tous les acteurs politiques de tous les bords, leur expliquer de fond en comble ce qu'on met dans la réforme du système partisan, leur expliquer clairement pour que les mêmes erreurs auxquelles on assiste aujourd'hui ne soient plus à l'orée de la présidentielle de 2026. C'est très important. Merci à vous, Stanislas Samoa. Je rappelle, vous êtes journaliste, chroniqueur à Diaspora FM et DN Télévision. Jules Léon Kitty, bon, vous êtes chroniqueur politique, vous êtes un habitué de cette émission, un sociétaire, on va dire. Merci vraiment d'être venu à moi aujourd'hui encore une fois pour vraiment
vraiment décrypter l'actualité, analyser et sortir les forces et faiblesses. Mais pour ce que je considère comme son baptême de feu, est-ce qu'on va pas dire félicitations à Stan? Ben volontiers, parce que quand même il a tenu la route. On peut se le permettre. On peut se le permettre. Cette émission. C'est encore une licence que nous lui délivrons. Merci beaucoup. Ah ouais, voilà. Donc on peut Merci. se donner cette licence-là. Qui va bien nous revenir la semaine prochaine. La semaine prochaine. Non, Merci Julien. Il sera encore présent. Ce sera avec plaisir. Je le sais, très disponible pour ces genres d'exercices. Merci à chacun et à tous d'avoir été avec nous. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM, la 102.3, tous les vendredis à 18h, rediffusion dimanche 17h. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody, c'est le pied.